Rina Bassiste, journaliste et analyste, bonjour. Oui, bonjour Elsa. Le chef du Mossad et le directeur de la CIA se sont rencontrés à la Maison-Blanche. Ça fait plusieurs jours, voire semaines, qu'on évoque cette possibilité qu'Israël entre dans l'opération des États-Unis contre la République islamique d'Iran. Est-ce que là, ça semble se préciser ? Je ne suis pas tout à fait sûre qu'une décision ait été prise pour l'instant, parce qu'à la fin, c'est même pas le chef de l'agence d'espionnage américaine qui va décider, c'est directement le président Donald Trump. Et là, il semble que la décision n'est pas encore tombée, mais on se rapproche, ça c'est sûr, parce que si vraiment les Américains ils veulent élargir et escalader leur campagne militaire, pour l'instant, ils utilisent tous les avions qu'ils ont dans la région. S'ils veulent élargir, il leur faudra en fait aussi les avions israéliens. C'est une situation un peu contradictoire, si vous voulez, parce que ça fait justement des semaines que le gouvernement israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, même s'il n'a pas demandé directement au président Trump qu'Israël se rejoint à la campagne, c'est sûrement son intention, son souhait. Et là, peut-être on arrive à une situation où c'est justement les Américains qui se disent « mais on a besoin de vous ». Mais on n'est pas encore là. Et les Américains, si on regarde les déclarations qui étaient faites par le président américain ces dernières 48 heures, ils vont élargir leur front. Et il y a déjà les fronts de Trois d'Ormuz, mais le président américain souhaite ouvrir 2 fronts supplémentaires. D'abord, la riposte contre des attaques iraniennes un peu partout, même à Téhéran. Donc ça, c'est pas du tout des frappes qui vont se focaliser sur la côte iranienne comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais en profondeur. Et bien sûr, le troisième front, ça sera probablement le front nucléaire, peut-être la montagne la Pioche. Il y avait des publications comme si les Américains vont viser Fordo. Donc si vraiment on arrive à une telle situation avec 3 fronts au lieu de 1, il est fort possible qu'Israël va être appelé à rejoindre la campagne. Autre sujet, Rina, un nouveau chef du Hamas, Khalil Al-Haya, nouveau président du bureau politique. Il a eu son premier discours hier. Il déclare, je cite, « Nous poursuivrons sur la même voie jusqu'à la libération de la mosquée Al-Aqsa et de la Palestine ». Il y a une continuité dans cette direction. Qu'est-ce que ça change, et notamment dans la mise en place de l'accord? Et on est censé aller vers le désarmement du Hamas. Ça bloque depuis plusieurs semaines, mois maintenant. Est-ce que ça peut changer quelque chose là-dedans? Oui, il n'y a pas beaucoup de surprises avec son discours, parce qu'on connaît la personne. Khalil Al-Haya, c'est pas Khaled Mashal, c'est quelqu'un qui était toujours très proche de l'Iran. D'abord, c'est quelqu'un qui était très proche aussi à Yahya Sinwar. C'est quelqu'un qui, même s'il vit à Qatar depuis 2023, et lui, il représente vraiment le leadership de Hamas à Gaza. C'est pas comme Mashal qui représente plutôt le leadership de Hamas à la diaspora. Donc lui, il continue avec une ligne très dure. Il parle pas du tout de désarmement de Hamas, ou rendre les armes, ou rien de ce genre, mais plutôt continuer ce que lui, il appelle la résistance. Mais pour nous, c'est vraiment les combats contre Israël, ça c'est une chose. Et certes, il parle du fait qu'il faut réhabiliter la bande de Gaza. Ça, c'est lui en fait qui parle directement aux Gazaouites, qui essaie de dessiner Hamas comme l'entité qui est toujours responsable de l'administration de la bande de Gaza. C'est Hamas qui va apporter le soutien et aux Gazaouites. Donc là, on est très très loin de cet accord et toute l'idée que Hamas doit être complètement écarté de toute fonction. C'est ça en fait l'idée de cet accord, que Hamas n'aura plus sa place dans l'administration de la bande de Gaza. Donc effectivement, votre question est très juste. Et là, on voit pas vraiment une souhait de la part de Khalil Yahya, de la nouvelle direction, si vous voulez, de Hamas à faire trop d'efforts pour la mise en place de cet accord. Et enfin, Rina, hier, la veille de Tisha B'Av, Benjamin Netanyahou,
qui publie une vidéo. Il déclare qu'il a empêché, en tout cas nous avons empêché, dit-il, la destruction du troisième temple, et il évoque un gouvernement national uni d'union nationale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avec qui il est prêt à gouverner? Et surtout, voilà, l'évocation de cette mesure dans ce moment-là qui est assez symbolique. Bon, il y a quelque chose quand même, ça soulève des questions parce qu'on est quelques jours après que M. Netanyahu, avec sa partie Likoud, ont soutenu des législations extrêmement controversées en Israël, notamment sur l'exemption des ultra-orthodoxes dans l'armée, des législations qui divisent très profondément la société israélienne. Et là, il y a une sorte d'appel à une union nationale. Or, on sait que ce qui unit l'opposition en Israël en ce moment, parce que l'opposition en Israël, c'est assez inhabituel, est composée de partis de gauche, de centre, mais aussi de partis de droite. Ce qui les unit, c'est d'abord non seulement l'idée qu'il faut remplacer M. Netanyahu, mais aussi cette idée qu'il faut unir tous ceux qui sont contre l'exemption des ultra-orthodoxes. Donc, quand le Premier ministre appelle à un gouvernement d'unité nationale, on se demande qui exactement il voit dans cette gouvernement. Est-ce que vraiment il pense qu'il peut avoir dans les mêmes cabinets des ultra-orthodoxes avec des personnes comme Gadi Eisenkot, avec des personnes comme Naftali Bennett, certes des personnes Eisenkot, disons, centre-droite, Naftali Bennett complètement droite. Et donc, idéologiquement, peut-être, ils peuvent s'aligner à Benjamin Netanyahu, mais dans la pratique, ça a l'air absolument impossible.